aborder donc les innovations qu'ont apporté les techs donc dans la prise en charge de différentes pathologies, alors que ce soit effectivement dans le cadre des essais cliniques, où ils peuvent faciliter le recrutement de patients et voire même parfois le suivi à distance, ou même au quotidien pour les personnes malades. Je pense notamment à la question des applications, mais il y a bien évidemment plein d'autres choses. Et donc nous avons la chance, pour en parler, d'accueillir Élodie Bonin, donc, qui est diabétique à la pointe de la tech, vous allez voir. Nous avons également la chance d'accueillir Guillaume Delamont, pharmacien et chef de produit chez WeFight. Et enfin, je vous demande d'applaudir Régis Pignol, qui est le responsable des opérations cliniques précoces chez Sanofi. Des échanges qui vont être animés par Guillaume Gralet, journaliste high-tech au Point. Donc Guillaume, je vous passe la parole sur ce sujet passionnant. Voilà. Merci beaucoup. C'est passionnant tout ce qu'on va voir parce que, comme disait Heidegger, la technologie, la technique, lui il parlait de technique, élargit la puissance de l'homme et on voit énormément d'applications aujourd'hui, que ce soit des opérations chirurgicales à distance, un meilleur suivi des patients, on va en parler avec Guillaume, et puis de plus en plus d'applications qui pour certaines vont s'appuyer sur des données plus ou moins qualifiées pour avoir un meilleur suivi. Pour débuter, je voulais vous entendre, Régis Pignol. Je voulais surtout avoir votre philosophie, la philosophie que vous développez chez Sanofi pour offrir un meilleur suivi aux patients. Merci beaucoup. Quelques informations d'abord. Donc Sanofi, c'est 25 000 personnes qui travaillent en France, c'est 100 000 personnes qui travaillent dans le monde. On est présent dans plus de 100 pays et on distribue des solutions thérapeutiques dans 150 pays. Donc Sanofi est un laboratoire pharmaceutique, vous le savez. Donc on a une culture de chimie, une culture de biologie. Et depuis quelques années maintenant, l'apport des nouvelles technologies et l'apport des données qui sont disponibles s'agrègent à ce savoir-faire de développement de médicaments avec des approches traditionnelles pour avoir un meilleur, depuis la recherche jusqu'aux phases de développement, une meilleure présélection des médicaments, une meilleure adéquation entre les médicaments et les maladies. Pour ce faire, on a créé une base de données en interne il y a quelques années maintenant qui s'appelle Darwin, qui est une base de données qui agrège toutes les données cliniques, de recherche qui étaient disponibles chez Sanofi en interne, plus des données qui ont pu être acquises à l'extérieur auprès de fournisseurs référencés. Les données qu'on a acquises à l'extérieur, comme nos données disponibles à l'intérieur, sont bien sûr des données totalement anonymisées, c'est-à-dire des données pour lesquelles on détruit à jamais le lien entre la donnée et l'identification du patient. On ne peut jamais remonter à ce niveau-là. Et donc, en se basant sur l'augmentation de la puissance de calcul, on arrive, comme je vous le disais, en combinant des approches plus biologie, chimiques connues, à cibler des meilleurs candidats médicaments. Merci beaucoup. Alors on voit la technologie, on le voit quasiment au quotidien avec des nouvelles prouesses. Ça peut être le cas Zipline, par exemple, un fabricant de drones qui au Rwanda va aller permettre de distribuer du sang à des personnes qui en ont besoin. Et puis la techno, ça permet aussi un meilleur suivi des patients. Alors vous, Guillaume, avec WeFight, vous avez créé un chatbot, un robot conversationnel qui aide des personnes qui ont plusieurs pathologies. Ça peut être le cancer du sein, l'asthme, la dépression, la migraine. Comment ça se passe concrètement? On a du mal qu'un robot nous réponde en fait. Alors, imaginez. Alors oui, donc pour présenter WeFight déjà un petit peu, donc c'est une start-up montpelliéraine. On a beaucoup moins de personnes que vous à Sanofi, on est moins d'une dizaine. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, on travaille à développer des chatbots autour des pathologies chroniques. On a lancé Vixin depuis octobre 2017, donc qui répond à des thématiques sur le cancer du sein et autour de la pathologie. Il s'adresse aussi bien aux personnes patientes qu'à leurs proches. Donc, comment un robot répond à votre question? C'est très simple, il répond de manière naturelle, puisque en fait, ce sont des pharmaciens, des médecins, des professionnels de santé qualifiés, compétents, qui vont écrire les réponses à l'avance et qui vont les donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre. On voit un exemple là. Voilà. Vous pouvez peut-être le commenter, Guillaume.
Alors, c'est très simple. Pour parler à Vixin, par exemple, vous allez sur Messenger, vous tapez dans la barre de recherche Vixin et vous pouvez directement lui poser une question et elle va répondre. On utilise un système d'intelligence artificielle pour comprendre les questions et comme je vous le disais, les réponses sont déjà inscrites en elle, en fait. Au quotidien, notre travail, nous, en tant que professionnels de santé, c'est vraiment de se mettre à la place d'un professionnel de santé et de se dire, ben voilà, si un patient venait aujourd'hui et me posait cette question, qu'est-ce que je lui répondrais? Et là, on va faire le lien. Il arrive que la machine sèche, dise je ne peux pas répondre à cette question. Oui, effectivement, la machine n'a pas toutes les réponses parce que même nous, nous n'avons pas toutes les réponses. C'est un travail de tous les jours, d'arriver tous les matins et de se dire, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apprendre de plus? Quand la machine ne sait pas, elle dit tout simplement « je ne sais pas, je suis désolé ». À ce moment-là, nous, en interne, on va lire le message et on va se poser des questions simples, à savoir « est-ce que ça fait partie des réponses que Vic doit connaître ?» Si oui, à ce moment-là, on va se renseigner, on va aller chercher les recommandations nationales, on va se rapprocher de patients experts, de professionnels de santé, leaders d'opinion dans le domaine, et on va écrire une réponse qui sera compréhensible, elle est vulgarisée, l'information. Merci beaucoup. Alors, Elodie, vous êtes diabétique, mais vous êtes également la maman d'un petit garçon de 13 ans. Vous faites le triathlon, une grande sportive. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous nous disiez sur votre approche de la technologie, c'est-à-dire que vous attendez beaucoup de la technologie, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une religion. Alors oui, bonjour. Oui, moi je suis diabétique depuis 20 ans, alors j'ai un peu connu toute une évolution par rapport au traitement. J'ai bénéficié d'une pompe à insuline pendant 10 ans. J'ai découvert les premiers capteurs de glycémie en continu. Voilà, moi la technologie qui m'a le plus apporté, si je fais une petite rétrospective, ce sont simplement Internet et les réseaux sociaux, puisque j'ai pu être mise en contact avec mes pairs et j'ai beaucoup appris, alors que jusque-là, je me sentais un petit peu seule au monde. Je n'avais pas spécialement envie de me rapprocher des associations locales, va savoir pourquoi, mais grâce à Internet, j'ai vraiment accepté ma maladie et j'ai découvert pas mal de choses. Voilà, après la technologie, enfin, voilà, j'ai abandonné il y a 1 an maintenant ma pompe à insuline. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là de ma vie, elle m'apportait moins d'avantages que les contraintes qu'elle me donnait. Voilà, j'aime la technologie, mais il y a un moment où ça m'a un petit peu gâché la vie, donc j'ai préféré revenir à des multi-injections, pour le moment en tout cas. Pour rester maîtresse de votre traitement, mais c'est quoi ce qui pourrait vraiment changer votre vie? Alors bien sûr, tous les diabétiques attendent avec impatience la démocratisation des boucles fermées. Alors une boucle fermée, en fait, c'est une pompe à insuline qui est reliée à un capteur de glycémie en continu et un algorithme qui permet de doser lui-même. C'est-à-dire que nous, en tant que diabétiques insulinodépendants, on doit prendre je ne sais pas, une cinquantaine de décisions par jour sur notre traitement, la dose qu'il faut injecter en fonction de ce qu'on mange, de l'activité physique. Et c'est vrai que on se réveille la nuit parce que ça ne marche pas toujours comme on l'avait prévu. Et une boucle fermée permettrait vraiment d'avoir beaucoup moins de charge mentale, en fait. Ouais. Voilà. Après, encore faut-il qu'elle soit efficace, et aussi efficace que ma gestion manuelle, on va dire. D'accord. Monsieur Pignol, est-ce qu'on est prêt de la démocratisation de cet outil en boucle fermée? Est-ce que tout le monde pourra, dans 2-3 ans... Non, je pense que peut-être 2 ou 3 ans, c'est un peu rapide, mais effectivement, c'est un procédé ou une approche qui est travaillée, pour lequel le CHU de Montpellier est très impliqué et continue à faire rayonner mondialement l'école de diabétologie de Montpellier. Mais je crois que l'étape ultime peut-être serait de rendre le pancréas à nouveau fonctionnel et de se passer de ces injections d'insuline. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on ne soigne pas le diabète, on compense juste le fait que le pancréas ne soit plus capable
sécréter de l'insuline pour gérer ça. Donc, et c'est un des axes de recherche de Sanofi aussi, c'est-à-dire de traiter le diabète beaucoup plus en amont, si vous voulez, la maladie beaucoup plus en amont pour arriver à restaurer la fonction du pancréas. Travailler sur d'autres outils, Diab Voyage par exemple ou Diabéo. Oui. Donc, c'est quoi exactement? Comme je vous le disais, donc Sanofi, voilà, avec la puissance de calcul des données, on essaie d'affiner notre recherche, notre développement pour toujours mettre à la disposition des patients des médicaments plus adaptés, plus spécialisés. Mais notre volonté est aussi de dire on n'apporte pas à un patient malade qu'une solution médicamenteuse. On l'aide dans la prise en charge globale de sa maladie. Et donc, on a développé soit des applications pour les patients diabétiques en particulier, donc qui sont accessibles très facilement sur le web. Une application qui s'appelle Diab Voyage et qui permet aux patients diabétiques d'avoir des réponses à des questions qu'ils pourraient se poser, comment s'approvisionner en insuline dans tel pays, les conditions de conservation, comment passer une douane avec des seringues, des flacons, enfin tout ce genre de questions qu'on peut se poser. Et on a aussi des dispositifs médicaux. Donc la différence entre l'application, c'est-à-dire vous la téléchargez, elle est gratuite, elle est payante, mais c'est, je dirais, à la discrétion du patient. Le dispositif médical doit demander une prescription. Et donc là, on a une application qui a été développée, qui s'appelle Diabéo, donc qui est sur prescription du thérapeute et qui permet encore une fois, de soutenir et d'aider le patient diabétique dans la prise en charge de sa maladie en ayant un logiciel qui permet, en fonction de l'activité, de la nourriture, de l'aider à calculer la dose d'insuline à injecter. Et toutes les données de sa maladie, la glycémie, l'insuline injectée, sont mises aussi à la disposition là du personnel soignant, du médecin traitant, ce qui permet d'avoir une connexion en temps réel. Et on élimine un peu, si vous voulez, cette approche séquentielle qui était la visite régulière, soit chez l'endocrinologue, soit au laboratoire. On a quelque chose qui est beaucoup plus continu dans le suivi. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de techno aujourd'hui, Elodie, vous appuyez sur un autre outil, je crois que c'est Spike. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit et pourquoi vous trouvez ça intéressant? Alors, en fait, moi, je suis donc... Enfin, depuis quelques années, la sécurité sociale rembourse un dispositif qui s'appelle Freestyle. C'est un capteur de glycémie en continu qu'on scanne en fait avec un appareil ou avec un téléphone portable pour avoir sa glycémie et avoir une courbe. Il se trouve que j'ai fait l'acquisition récemment en fait en Chine d'un appareil qui s'appelle un Miao Miao. Donc c'est un petit appareil qui transmet les informations du capteur de glycémie à un logiciel qui se trouve sur mon téléphone. Et donc ce logiciel, effectivement, qui est un logiciel libre, donc permet effectivement d'avoir les données du capteur, d'avoir des alarmes, ce que ne permet pas le freestyle libre. Et permet aussi de transférer aussi sa glycémie sur la montre de sport, de pouvoir voilà, ça offre des perspectives assez intéressantes notamment pour les mamans d'enfants diabétiques qui peuvent suivre les glycémies de leurs enfants à l'école voilà, donc ça c'est un petit dispositif qui me change un peu la vie, effectivement. Moi qui ne suis pas trop technologie, mais quand même, j'y suis un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'est si des personnes dans la salle voudraient s'équiper, il faut forcément aller en Chine pour s'approvisionner? Non, non, non. En fait, faut aller sur les réseaux sociaux et puis se renseigner auprès des personnes qui sont déjà équipées. Il y a une communauté très active sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ouais. Monsieur Pignol, vous avez chez Sanofi nous un accord avec Google. C'est quoi la philosophie et vers quoi ça peut vous amener? La philosophie est de dire, voilà, Google connecte les gens, génère des données, a des données. C'est de dire, en particulier, on a aujourd'hui différents accords. Je vais peut-être parler d'un avec Verily, qui est la partie santé d'Alphabet. Enfin, je ne connais pas l'architecture de Google. Alphabet, la maison mère de Google. Voilà. Et donc, par exemple, Verily nous permet d'avoir, dans le cadre de recherche clinique, puisqu'on parlait de madame, on est déjà dans la solution quand des médicaments sont
sont à la disposition des patients sur prescription ou pas. Mais on a avant ça une étape, toute une phase de recherche clinique. Donc je vous le disais, en s'appuyant sur la puissance de calcul et les connaissances scientifiques, on essaie de cribler, de cibler les molécules pour augmenter les chances de succès, mais on doit aussi conduire quand même des essais cliniques, et dans le cadre de ces essais cliniques, on doit avoir accès à des patients, on doit avoir accès à des données d'habitude de vie, des choses comme ça, qui nous permettent d'une part de vérifier préalablement l'adéquation entre nos protocoles cliniques, les critères d'inclusion, la lourdeur, leur faisabilité, et en ce sens-là, l'accord qu'on a pu passer avec Verily nous permet effectivement de vérifier cette adéquation et d'être capable de faire dans les pathologies qui nous intéressent, qui sont pour Sanofi essentiellement l'oncologie, l'immuno-oncologie, les maladies rares, les vaccins, et on a encore bien sûr une activité diabète qui nous permet d'avoir accès dans les patients souffrant de ces pathologies et de pouvoir faciliter leur inclusion et leur participation à des essais cliniques, parce que la recherche clinique est une étape nécessaire, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. On s'aperçoit que tous les patients que nous sommes sont plutôt favorables à participer à des essais cliniques. C'est simplement quelque chose qui est aujourd'hui un peu lourd, ça demande beaucoup de contraintes, il faut habiter pas forcément loin d'un centre académique qui a été qualifié pour conduire cette recherche. Et on s'aperçoit que la tendance, c'est d'alléger les essais cliniques avec le type d'application ou de mesures à distance dont on peut aujourd'hui bénéficier. La difficulté, c'est ce que disait Madame, il y a des applications, mais dans les essais cliniques, on veut vraiment générer des données qui après nous permettent d'être soumises aux agences et donc qui doivent être d'une véracité, d'une exactitude irréprochable. Donc on avance là en parallèle avec les agences. C'est un peu différent de la donnée qu'on peut générer pour soi-même et pour en tirer des décisions, je dirais. Merci beaucoup. Alors justement, Guillaume Delamont, pour perfectionner le chatbot que vous utilisez, enfin que vous mettez au point, on a besoin, enfin vous avez besoin de beaucoup de données. Hein, c'est ce que disent tous les pairs de l'apprentissage profond, comme Yann Lequin, qui sort un livre en ce moment chez Odile Jacob sur toute cette nourriture qu'on doit faire autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça sera toujours le cas, ou est-ce qu'il faut aller vers des outils qui ont besoin de moins de données? Il y a toute une réflexion autour du small data avec des chercheurs français comme Laurence de Villers par exemple. Alors oui, effectivement, quand on essaye de créer un modèle basé sur l'intelligence artificielle, on a besoin de données pour l'entraîner. On a aussi besoin de lui donner des règles pour exactement comme un enfant en fait. Vous lui apprenez que le feu ça brûle, vous lui apprenez ce que c'est un feu, il faut qu'il le voie, il faut qu'il l'analyse. Si vous dites le feu ça brûle mais qu'il ne l'a jamais vu, le jour où il verra une flamme, il va se brûler parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Effectivement aujourd'hui les algorithmes qui sont présents en santé en tout cas nécessitent énormément de données. Pour ce qui est de l'analyse d'images par exemple, il faut énormément de clichés, de radios qui ont été tagués, qui sont identifiés avec les zones tumorales, etc. Des données qualifiées. Ouais. Voilà, des données qualifiées. Exactement comme disait M. Pignol, il faut des données qualifiées. Au niveau de la réglementation, alors on a le RGPD en Europe, est-ce que c'est une bonne réglementation pour encourager le progrès, ou est-ce qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger? Alors, oui, le RGPD est une bonne réglementation. Toutes les données que vous générez, par exemple avec votre tracker, vous appartiennent. Ce sont vos données personnelles à vous. Vous devez pouvoir conserver le droit de les garder, le droit de les supprimer. Vous n'avez pas forcément envie que quelqu'un les prenne. Après, ces données sont une source d'information non négligeable pour tout ce qui va être des dispositifs connectés qui utilisent une intelligence artificielle, et vous pouvez participer à faire avancer la recherche, à faire avancer le domaine médical avec vos données. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. En fait, c'est un peu comme un don au final. Voilà. Mais la réglementation européenne protège les gens, donc de base, oui, c'est bien. Chez Pignol, est-ce qu'il y a un paradigme idéal, ou est-ce que la situation européenne est parfaite pour encourager le progrès? Aujourd'hui, voilà, on a cette réglementation qui est effectivement, je trouve, va dans le bon sens, protégeant les données de l'individu, mais voilà, il faut quand même qu'on puisse, moyennant certaines conditions, bénéficier des données qui sont vraiment une source importante d'information. Et aujourd'hui, quand je vous parlais de la plateforme Darwin qui a été développée en interne par Sanofi,
la majorité aujourd'hui des données qui ont été acquises sont des données essentiellement d'Amérique du Nord. Mais ça crée un peu des biais, puisqu'on rend des données, des habitudes de patients, etc., d'une partie du monde qui correspond à un mode de civilisation, etc. Donc c'est quand même intéressant pour la finesse des algorithmes qui tournent derrière de pouvoir récupérer des données qui sont le plus représentatives de la population mondiale. Mais oui, mais réguler un peu l'accès des données, la protection des données, le rapport que peut avoir l'individu avec ces données, c'est important. Mais arriver à les mettre à la disposition de la communauté, c'est aussi important pour développer des applications qui, en final, servent à tous. On parle du médical, donc dans la prise en charge de sa maladie, qui en final est un progrès. Tout ce qui a été décrit là me paraît aller quand même dans le bon sens pour avoir des médicaments plus efficaces, pour mieux maîtriser sa maladie, etc. Pour mieux suivre les patients aussi, peut-être. Exactement. Ouais. Exactement. Juste les biais dont on a parlé rapidement avec M. Pignol, est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en tête pour mettre au point vos outils? Alors, nous, pour nos outils, il n'y a pas réellement de biais, en fait, puisque ce sont des questions que l'on récupère et que l'on va donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle réponde. Par contre, dans le cas, par exemple, du diabète, l'alimentation dans le monde, elle est totalement différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. L'activité physique est totalement différente. Donc, effectivement, il y a un énorme biais quand on prend une population nord-américaine et une population française et une population japonaise. Il y a un biais qui est énorme. Si on fait un algorithme spécifique pour les États-Unis, il ne marchera pas ailleurs, en fait, je pense. Tout à l'heure, on parlait des meilleurs retours d'expérience que vous aviez eu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, pour nous, c'est très important de savoir ce que représente l'outil qu'on fournit aux patients. Qu'est-ce qu'il leur apporte? Et on a fait une demande auprès des utilisateurs à travers l'intelligence artificielle, le chatbot qu'on a, c'est de dire ce qu'il représentait, qu'est-ce que c'était pour eux. Et au final, pour eux, c'était un véritable compagnon, quelqu'un qui venait au quotidien les aider, en rappelant une prise de traitement, en répondant à une question. Souvent, c'est quelque chose qui va rassurer la personne, en fait, tout simplement. On ne va pas rénover, enfin, on ne va pas vraiment changer totalement sa vie, mais on va l'aider tous les jours à gravir une petite marche. Et c'est de petite marche en petite marche qu'on arrive à monter en haut d'un étage et qu'on s'en sort. On peut imaginer que Sanofi s'inspire de ces bots pour avoir un meilleur suivi, utilise cette intelligence artificielle pour avoir un meilleur dialogue avec les patients, entre les médecins et les patients, par exemple. C'est le cas dans le dispositif dont je parlais, Diabéo, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on connecte vraiment autour de la maladie, autour de certains paramètres, le patient, les professionnels de santé, les habitudes de vie. Et on arrive comme ça à une meilleure maîtrise de la maladie. Merci beaucoup. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans le public. Absolument, Guillaume, je pense qu'il va y en avoir, vu tout ce qu'offre la tech aujourd'hui et toutes les perspectives d'évolution. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez bien lever la main. Alors, je vois une main se lever tout au fond, s'il vous plaît, si on peut passer un micro. Voilà, bon, vous avez le micro, donc c'est parfait. On vous écoute. Merci, bonjour. Vous parlez de données, de données consolidées, enfin, sur lesquelles on peut se baser pour faire ou alimenter l'intelligence artificielle ou avoir des nouveaux e-tools. Est-ce qu'on ne pourrait pas se baser, le jour où ça marchera, sur le DMP? Puisqu'en fait, le DMP, bon d'accord, c'est anonymisé, mais normalement, toutes les données devraient être transmises par les soignants, par les pharmacies. Donc là, vous auriez des données locales, enfin françaises, on va dire, donc pas de biais au niveau de l'étude. 2, grâce au RGPD, je peux donner l'autorisation ou pas d'utiliser mes données, mais si tout ça se fait automatiquement et que les gens sont plutôt d'accord, ça va faire un petit peu comme France Génomique 2025, où on voudrait génotyper tout le monde, bon, même si on n'y croit pas vraiment. Avec le DMP, vous pourriez peut-être accélérer et avoir justement toutes ces informations qui vous manquent. Merci beaucoup pour cette question. Non, bien sûr. À partir du moment où c'est encadré, c'est l'objectif. Et on bénéficie, par exemple, aujourd'hui, en Amérique du Nord, pour ne pas les citer, d'accès déjà à des données de dossiers électroniques de patients qui, par exemple, dans le cas de la recherche clinique, quand on décrit un protocole avec des critères d'inclusion, d'exclusion, nous permettent a priori de valider qu'effectivement la population qu'on recherche peut rentrer dans ces critères-là, donc ça nous permet de les élargir, de les resserrer. Mais bien sûr, ces données sont une mine d'informations. Mais suivant la régulation, encore une fois, le but n'est pas de les vampiriser et de les
les exploiter à l'insu des individus, mais ça, je trouve que ça serait vraiment dommage de le laisser au niveau de l'individu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre De question? s'en servir pour du progrès, quoi. Est-ce qu'il y a une Oui. autre question? Ouais, Alors, monsieur. Oui. Après, moi, je- absolument. Il y a un monsieur et puis... Voilà, après... non, monsieur, si vous pouvez relever la main, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup. Le micro arrive de suite. Oui, bonjour, Jean-Marc Lacombe. Je voudrais savoir au niveau du chatbot, au bout de combien de temps pensez-vous que vous aurez un retour, une information qui est efficace et fonctionnelle? C'est-à-dire un retour. En fait, au niveau de l'intelligence artificielle, il lui faut beaucoup de données, il lui faut beaucoup d'apprentissage. En fait, où c'est que vous en êtes au niveau de votre start-up? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que c'est utilisé par beaucoup de monde ou est-ce que vous en êtes encore au premier niveau de mise au point de vos algorithmes? Alors, d'accord. Pour répondre à cette question, donc d'ici la fin 2019, on devrait arriver à plus de 100 000 utilisateurs sur tous nos chatbots. Aujourd'hui, ceux qui parlent du cancer du sein et de l'asthme sont ceux qui sont le plus aboutis. Concernant le temps nécessaire à ce que le chatbot soit suffisamment efficace pour répondre à la grande majorité des questions, il n'y a pas de temps bien défini. Déjà, c'est très complexe d'une pathologie à l'autre. Ça dépend du nombre d'utilisateurs, ça dépend de l'activité qu'ils vont en avoir. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans une pathologie plus simple en prise en charge, on va avoir peut-être l'asthme, où c'est une augmentation des niveaux de traitement, des paliers. Il y a quelques recommandations à avoir. Mais après, il y a des pathologies qui sont beaucoup plus complexes, avec des prises en charge qui sont vraiment très variées, où on va avoir pas simplement du traitement, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, des accompagnements qui sont beaucoup plus lourds à côté, la gestion des effets secondaires. Donc au final, c'est vraiment dépendant de la pathologie, de la communauté et de comment elle utilise le chatbot. Merci beaucoup. Une autre question? Merci, madame. Bonjour, Bonjour. c'est juste au niveau du diabète, pour les personnes qui sont diabétiques, pour le régime alimentaire. Parce que je connais des diabétiques, et est-ce que par hasard, ils ont le droit aux pâtisseries? Ou comment la tech peut aider, peut aborder ces questions? Elodie, peut-être? Allez-y, monsieur Pignol ou Elodie? Ouais, Elodie. Je crois que la sécurité sociale propose déjà des services par téléphone notamment pour aider les personnes diabétiques qui sont en manque d'informations. Après, vous avez évoqué les forums, ça fait partie des sujets que vous évoquez sur les forums? L'alimentation, oui, voilà. Bien sûr. C'est aussi un moyen d'échanger. L'alimentation, c'est quelque chose d'assez complexe puisque c'est pas seulement une question médicale, c'est une question qui touche vraiment à l'intime de chacun. Voilà, moi j'ai fait le choix d'avoir une alimentation, pour répondre à votre question, très pauvre en glucides, puisque ça me permet de vivre beaucoup mieux ma maladie, de pouvoir faire du sport à haute dose. Et donc non, je ne mange jamais de pâtisserie. Et jamais. Voilà. Mais c'est le choix aussi de chacun, soit de se donner quelques exceptions, ou soit... voilà. C'est très strict. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Non? Donc, glucides à faible dose, sport à haute dose. Ça, c'est un super conseil. Et donc, moi, il y avait une question quand on en a parlé tout à l'heure ensemble. On va avoir de plus en plus de connectivité, on le voit. Alors comme tout progrès technologique, ça fonctionne un peu comme un coup, mais est-ce que la sécurisation et les risques de piratage, c'est un vrai danger ou c'est juste une crainte infondée? Alors non, effectivement, les risques de piratage aujourd'hui, ça reste vraiment une crainte importante. Il y a déjà des personnes qui ont réussi à pirater des dispositifs connectés. Il y a des hackathons autour du piratage qui sont
régulier, je dirais, pour démontrer la faisabilité d'un projet ou non en termes de piratage. Donc c'est vraiment un point clé de demain, c'est si on a des outils connectés, par exemple un capteur, comment on protège ces données, comment on n'induit pas un biais dans le dispositif d'Elodie et on ne dit pas voilà, elle a pris une pâtisserie justement, vite, injecter de l'insuline et que ça marche bien. Ça peut être quoi les solutions, Elodie? Les logiciels libres par exemple, ou des bug bounty, enfin généralisés, c'est-à-dire qu'on va demander aux hackers de révéler les failles pour réaliser des progrès? Oui, aujourd'hui, c'est une des possibilités, c'est de demander à des hackers de révéler des failles. Après, je ne suis pas un expert dans la cybersécurité, mais il faut travailler dessus. Hein. Il faut le penser dès la conception du projet, je pense. Il ne faut pas se poser la question une fois qu'il est déjà en place. Elodie? J'avoue que ça fait effectivement partie de mes craintes, pas forcément fondées, je ne sais pas, hein, mais voilà, j'ai choisi de ne plus dépendre de la pompe à insuline pour gérer mon insulinothérapie. Parce que la technologie, c'est bien, mais il peut y avoir de la malveillance et il peut y avoir tout simplement des pannes, il peut y avoir, voilà, avec un stylo et une aiguille, il y a un peu moins de risque de ce côté-là, effectivement. La low-tech. Merci. Une autre question? Non, pas pour le moment. Monsieur Pignol, c'est quoi si on se revoit dans 15 ans, ce que je nous souhaite à tous les deux, avec Elodie et Guillaume, à quoi ressemblera Sanofi? Sanofi, ça va être une belle boîte pharmaceutique, encore plus belle qu'aujourd'hui, parce qu'on a vraiment des projets très ambitieux en termes de progrès dans les axes thérapeutiques que je vous ai cités précédemment. C'est sûr que ça va être une société qui va continuer à évoluer en combinant dans le développement des médicaments les nouvelles technologies. Et je trouve très étonnant qu'on parle de santé aujourd'hui et qu'on ait mis entre le labo et le patient quelqu'un qui représente les nouvelles technologies. Avant, on aurait peut-être mis un pharmacien, un médecin. Non pas qu'ils aient disparu, mais en tout cas, c'est vrai que les nouvelles technologies se sont vraiment mis entre les médicaments, le labo et les patients. Donc c'est sûr que ça va continuer. C'est un mécanisme qui est enclenché, qui est très vertueux et qui va progresser. Donc voilà, Sanofi et ça sera un labo, comme je vous l'ai dit, un laboratoire qui va non seulement développer des médicaments, mais va développer autour des applications, des logiciels, des dispositifs médicaux qui permettront une prise en charge plus globale de la maladie. Merci. J'aimerais poser une question, Guillaume, si tu le permets. Donc à Monsieur Delamont, vous avez parlé du RGPD en disant c'est quand même très protecteur et chacun fait le choix de donner ou non ses données. Mais est-ce que vous pensez qu'on est tous suffisamment sensibilisés à l'importance de l'enjeu? Voilà. C'est-à-dire, ou est-ce qu'il ne faudrait pas une campagne quand même un peu d'information sur le sujet? Alors, il me semble qu'il y a déjà eu des campagnes d'information autour grand du RGPD public et de la protection des données. Effectivement, grand public avec des youtubeurs, il me semble. Non, on n'est pas suffisamment informé. On ne sera jamais suffisamment informé sur quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, en fait. Et je pense que les générations qui arrivent aujourd'hui et qui créent des données n'ont pas le même attachement à leurs données que celles que nous avons aujourd'hui, nous, dans cette salle. Je pense que les personnes demain, quand on leur mettra entre les mains un dispositif connecté et qu'ils auront à cliquer sur un bouton pour accepter d'utiliser ce dispositif et qui aura marqué dans la liste de toutes les conditions qui fait 500 pages, vous donnez vos données pour améliorer le système, ils cliqueront sur oui sans même lire la ligne, ils valideront et puis ce sera fini. Et juste pour préciser, entre la patiente et le pharmacien, il y a un pharmacien aussi. Même si je suis une nouvelle technologie, je suis pharmacien. On est partout. Merci beaucoup. On peut vous applaudir une nouvelle fois. Un grand merci. Merci beaucoup, Guillaume.